Et salut à tous, je suis Flavio l'Estival et aujourd'hui je vais vous poser une simple question. Connaissez-vous vraiment toutes les maisons valériennes du lore du Trône de Fer, même celles qui sont tombées dans l'oubli? Il y a quelques mois déjà, j'ai fait une vidéo que j'ai intitulée Toutes les 10 maisons valériennes de Westeros, où je présentais les principales maisons valériennes ainsi que leur histoire et leurs personnages marquants. Cette vidéo en est donc la suite, car il existe certaines lignées au sein du monde de la balade de glace et de feu qui possèdent assez de sang du dragon pour qu'on puisse les qualifier de valériennes, bien qu'il reste souvent débattable de les qualifier de maisons à proprement parler. En effet, riche de plus de 300 ans d'histoire pour l'une et ayant bénéficié de presque 5000 ans de prospérité pour l'autre, quand on connaît la lignée des Targaryens et celle des rémanents des possessions de l'ancienne Valyria, il est facile d'imaginer en partant de ce constat comment le sang du dragon a pu se répandre jusqu'à des endroits où on ne l'attendait peu ou pas. Ces lignées, principalement des branches cadettes et ou bâtardes de la maison Targaryen, ainsi que quelques rares maisons à part entière ayant tenu jadis terre et titre à Westeros comme à Essos, comportant les deux seules maisons de seigneurs dragonniers valériens à être connues hormis celle des Targaryens, forment ensemble un conglomérat de maisons valériennes oubliées que je vous invite à découvrir ensemble. La maison Bella-Aerys. La maison Bella-Aerys est sûrement la plus ancienne et la plus mystérieuse des maisons valériennes oubliées, étant donné qu'il s'agit de la seule lignée de seigneurs dragons de Valyria qui est nommée dans le lore en dehors des Targaryens. Les possessions de l'ancienne Valyria étaient gouvernées par 40 familles majeures, toutes composées de seigneurs dragons, qui semblaient prendre part aux décisions qui affecteraient ce gigantesque empire antique sous une forme de démocratie. Il n'y avait ni roi ni empereur à Valyria, et les maisons mineures comme les Velaryon ou les Celtigars qui en sont aussi originaires ne faisaient pas partie de cette élite justement de par leur manque de dragons. Les Bella-Aerys, eux, faisaient partie de ces 40 familles. Jaenera Bella-Aerys, la seule membre de cette lignée connue par les maîtres de Westeros, était une exploratrice ainsi qu'une dragonnière du temps de l'âge d'or de l'ancienne Valyria. Si vous ne le saviez pas déjà, il existe un autre continent dans le monde connu, en dehors de Westeros et d'Essos, et vu qu'il se situe au sud, celui-ci s'appelle Satorios. Valyria avait des colonies naissantes partout dans la mer de Jade, notamment sur l'île de Gorgossos, étant donné que celles sur le continent se sont toutes fait ravager de par la nature extrême et violente de Satorios. Continent que je compte aborder dans sa fascinante mysticité dans l'une de mes prochaines vidéos. Poussé par la soif des possessions d'étendre l'influence valérienne aux confins du monde connu, Jaenera embarqua avec son dragon Terrax dans un voyage de 3 ans en volant au-dessus de Satorios en direction du sud, dans le but de trouver une fin à ce continent gigantesque. Elle ne trouva que des jungles à perte de vue, l'enfer vert de Satorios, succédé par un désert hostile et inhospitalier où nulle âme ne vivait. Une fois revenu de son voyage, Jaenera avait échoué à trouver la rive sud du continent, et une fois revenue à Valyria, elle déclara que Satorios s'étendait aussi, voire plus loin au sud qu'Essos ne s'étendait à l'est. Jaenera ajoute que Satorios était une terre sans fin. C'est tout ce que l'on sait de la maison Bella-Aerys, et étant donné que seuls les Targaryens, leurs dragons ainsi que leurs maisons vassales mineures survivent au fléau de Valyria, il est facile de conclure que la maison Bella-Aerys disparut tout simplement avec leur cité éternelle, engloutie par l'océan et le feu des volcans. La maison d'Orion. Si la maison Bella-Aerys était empreinte de mystère, celle d'Orion de Valyria est si brumeuse et si fascinante que l'on ne connaît même pas le nom de sa maison. Près de 100 ans avant la conquête d'Aegon, le fléau de Valyria frappa les possessions et mit fin en un éclair à plus de 5000 ans de domination valérienne sur Essos, ainsi qu'alors une grande partie du monde connu. Néanmoins, tous les seigneurs dragons de Valyria ne se trouvaient pas dans la péninsule valériale quand le fléau éclata. Orion, un membre d'une des 40 familles de seigneurs dragons, se trouvait dans les colonies à Qohor lors de la destruction de la péninsule. Et alors que les anciennes colonies valériennes tombaient dans la guerre et l'anarchie, dans ce que l'on connut sous le nom du siècle de sang, Orion s'attribua alors comme seule mission de restaurer l'ordre et de voler à Valyria pour reconstruire ce qui avait été détruit. Il leva une troupe de 30 000 hommes et monta son dragon au nom inconnu. Sûrement noyé par une forme d'ambition opportuniste, Orion, qui devait se considérer comme le dernier seigneur dragon, prit le titre d'empereur de Valyria, assumant lui et lui seul le pouvoir sur ce qu'il restait des possessions, dépassa les 14 flammes et entra dans la vallée du Long Tété, où lui et ses hommes furent tous vus vivants pour la dernière fois. Quoiqu'il rôdait encore à Valyria une fois que les volcans avaient fini de cracher leur magma et que la mer s'était retirée, était de taille à résister non seulement à un tel host, mais aussi à la furie d'un dragon valyrien. La maison Othéris. La maison Othéris est à la base une maison noble de Braavos qui résulte du mélange charnel entre un seigneur de la mer Braavosi et une princesse des îles d'été. Le fruit de leur union était nommé Belguère Othéris, une femme à la peau noire dont la beauté était telle qu'on la surnommait la perle noire
noir de Braavos. À travers Belguer et sa beauté légendaire, la maison Otteris devient une maison valérienne quand un jeune prince Aegon Targaryen, plus précisément celui qui deviendra le roi Aegon IV du nom, dit l'Indigne, connu pour ses nombreux bâtards et son style de vie décadent, fut envoyé en l'an 161 après la conquête à Braavos pour une mission diplomatique ordonnée par son cousin, le roi Baelor Ier, dit le Bienheureux. Aegon et la Perle Noire partagent alors une idylle extramaritale qui dure une décennie, ainsi qu'elle donne naissance à 3 enfants, Belnora, Narta et le farouchement nommé Balerion Otteris. Une fois qu'Aegon IV devient roi, il invite ou donne une place relativement accessible à tous ses bâtards à sa cour, les Otteris y compris. Belnora y devient courtisane ainsi que ses descendants, et elle prend également le sobriquet de sa mère, la Perle Noire, qui semble être transmis dès lors de mère en fille au sein de leur maison. La lignée des Otteris devient officiellement une maison Westerosi lorsque sur son lit de mort, Aegon IV légitime célèbrement tous ses bâtards. Qui plus est, tous les descendants de la maison Otteris seront ceux d'Aegon IV après Belguer. Il est aussi important de rappeler qu'il est fait mention que le fils héritier et successeur d'Aegon IV, Daeron II, dit le Bon, aurait donné des terres à chacun de ses demi-frères et sœurs bâtards dans les 7 couronnes, afin de les apaiser et de s'assurer de leur loyauté. La maison Otteris continue d'exister à Braavos, bien que son statut à Westeros est inconnu alors de la timeline principale, où Arya Stark, alors sous l'apprentissage des 100 visages de la maison du noir et du blanc, croise la Perle Noire de Braavos actuelle, aussi appelée Belguer Otteris, qui lui achète des fruits de mer. La maison est graciée. En parlant justement des fils bâtards d'Aegon IV, il est temps d'aborder la lignée d'un de ses plus tristement célèbres bâtards. La maison Aigracier naquit avec l'ascendance d'Aegor Rivers, un fils aux cheveux bruns et aux yeux violets, issu de l'union entre le roi Aegon IV et l'une de ses maîtresses, aussi très connue, Barbara Bracken, comme le reflètent les armoiries personnelles de ce dernier, représentant un Pégase, un cheval ailé donc, mélangeant les deux emblèmes. Aegor Rivers était à ce titre le demi-frère de personnages comme le futur roi Daeron II, le futur prétendant au trône Daemon Feu Noir Ier du nom, ainsi que Shira Astre des Mers, les enfants Otteris et surtout celui de Freux Sanglant, son ennemi juré. N'en témoigne de la malfaisance de l'Indigne, Aegon IV était un si mauvais roi qu'il cherchait activement à nuire à ses sujets et à causer des incidents diplomatiques entre eux juste par pur plaisir, déstabilisant ainsi le royaume comme vu dans ma vidéo sur les rois Targaryens. L'existence d'Aegor Rivers et Freux Sanglant en est le parfait exemple. Tous deux sont des bâtards issus respectivement des familles Bracken et Nerbosque, des maisons rivales du Conflans qui se haïssent et qui se massacrent depuis la nuit des temps. Les deux bâtards étaient alors programmés dès la naissance pour se vouer une détestation mutuelle tout au cours de leur vie, ce qui culminera notamment avec l'avènement des rébellions Feu Noir. Aegor prit le sobriquet d'Aigracier après que celui-ci eût été, comme les autres bâtards du roi Aegon IV, légitimé sur son lit de mort. Les gens l'appelaient ainsi parce qu'il était un homme martial extrêmement amer et peu souriant. Une des raisons de son amertume était en effet l'amour qu'il vouait depuis sa naissance à sa demi-sœur Shira Astre des Mers, qui a cependant toujours préféré l'affection de Freux Sanglant. Lorsque la première rébellion Feu Noir éclate, en partie sur ses conseils, Aigracier devient alors un des partisans les plus dévoués de Daemon, ramassant l'épée des rois lors de sa chute, ainsi que celle de ses 2 premiers fils, arrachant un œil à Freux Sanglant lors d'un duel fratricide, et réussit à organiser sa propre fuite, partant à Essos vaincu, avec les autres fils encore en vie du Dragon Noir. Sa dévotion à la cause Feu Noir et à Daemon était telle que le prétendant au trône de fer lui offrit la main de sa première fille, Calla, en mariage, ce qu'Aegor accepta. Arrivé à Essos, il fonde la Compagnie Dorée et organise, après la mort de Daemon, 3 autres invasions de Westeros afin d'essayer d'instaurer un de ses fils ou de ses petits-fils sur le trône, sans qu'il ne soit jamais réellement ni vaincu ni vainqueur. Aigracier meurt à Essos pendant une bataille entre les cités libres dont la Compagnie Dorée faisait partie à un âge avancé. Une fois qu'il est trépassé, son crâne est recouvert d'une fine couche d'or par ses hommes et monté sur une pique pour devenir la bannière de la Compagnie Dorée, avec la promesse qu'un jour, il serait placé au-dessus du trône de fer, revendiqué avec succès par un des descendants du Dragon Noir. Sous l'or, l'Aigracier, proclamèrent ses hommes. Si Aegor Rivers n'a pas de descendant direct connu avec Calla Feu Noir, il est néanmoins très probable que sa lignée ne s'arrête pas là, et qu'il ait bel et bien eu des enfants qui ne sont simplement pas connus des livres d'histoire, avec Calla, ainsi que son sang doit encore couler quelque part dans les rangs de la Compagnie Dorée. D'une façon assez ironique, autant Aigracier que Freux Sanglant voient une partie d'eux encore exister à l'époque de la série principale, de par la lignée de l'un et de par la survie de l'autre, vu que Freux Sanglant devient la couronne
Corneille à trois yeux, bien que tous deux soient nés il y a plus de 120 ans avant la série principale. La maison Astre des Mers. À l'instar des maisons précédentes, la très joliment nommée maison Astre des Mers est aussi née de la promiscuité d'Aegon IV, avec la dernière de ses maîtresses connues, Cyrène de Lys, et a existé et s'est a priori éteinte à travers son unique membre, Shiera Astre des Mers, qui était connue comme l'une des plus belles femmes dans toute l'histoire de Westeros. De pur sang valérien de par l'ascendance de sa mère lycienne, elle était l'un des seuls enfants illégitimes d'Aegon IV à disposer de deux parents possédant le sang du dragon, et son apparence renvoyait cette image avec ses magnifiques yeux verrons, l'un couleur bleu océan et l'autre d'un vert chatoyant. Une fois légitimée, Shiera prend le sobriquet d'Astre des Mers plutôt que celui des Targaryens pour marquer sa différence comme tant d'autres le feront. Sa beauté et sa vivacité d'esprit attirent beaucoup de prétendants et nombre d'entre eux se firent face dans des duels innombrables afin de revendiquer la main de Shiera. Une rivalité amoureuse entre ses demi-frères Aigracier et Feu-Sanglant se joue en arrière-plan de sa vie depuis toujours et Shiera semblait préférer donner son affection à ce dernier, ce qui ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu entre les deux frères. Bien qu'elle l'ait souvent reçu dans son lit, Shiera refusa toute demande de mariage et ne se maria jamais, et ce même avec Feu-Sanglant qui était pourtant insistant sur le sujet. Durant le règne d'Aerys Ier Targaryen, pendant que Feu-Sanglant était main du roi ainsi que maître des chuchoteurs, il est dit que Shiera l'aida à maintenir sa poigne sur le royaume, a priori à travers de moyens magiques, liés à une sorcellerie que les rumeurs racontaient que Shiera et Feu-Sanglant pratiquaient ensemble. Shiera possédait une grande bibliothèque remplie de lore, d'arcanes et de grimoires, et on disait en effet qu'elle partageait l'appétence de sa mère pour la magie noire, la légende racontant même qu'elle prenait des bains de sang bouillant pour maintenir sa jeunesse et sa beauté intacte face aux ravages du temps. En termes de tempérament et de personnalité, Shiera c'était basiquement la beauté d'une jeune Rhaenyra, la faroucheté et l'indépendance d'esprit d'une Daenerys, ainsi que la dangerosité et les rumeurs de sorcellerie de la reine Visenya, et tout ça dans la même jeune femme. Shiera Astre des Mers ne s'est jamais mariée, mais elle a eu de nombreux amants, et bien qu'il ne soit pas mentionné, il est difficile d'imaginer qu'aucun bâtard ne soit jamais sorti de ces unions. L'on ne sait quel est le destin de Shiera, ainsi que celle de sa potentielle lignée, mais le nom Astre des Mers restera jamais un synonyme de beauté, de liberté et de merveille dans toutes les coursives de la cour royale du Donjon Rouge. La maison Feu-Sanglant. Pour en finir avec les enfants illégitimes d'Aegon IV, terminons avec le plus célèbre et sûrement le plus important d'entre tous, Brynden Rivers, dit Feu-Sanglant, qui est le bâtard targaryen qui deviendra la Corneille à trois yeux. La maison Feu-Sanglant se crée de la même façon que celle des Otherys, d'Aigracier et d'Astre des Mers, avec la légitimation d'Aegon IV, la volonté de ne pas prendre le nom Targaryen directement, et le don de terre par Daeron II faisant de lui un lord. Son unique membre, Feu-Sanglant, sera un personnage principal dans la nouvelle série The Edge Knight à venir, et fait une apparence surprise dans le dernier épisode de la saison 2 d'House of the Dragon, et aussi apparaît techniquement dans Game of Thrones. Je vais passer sur la partie de son histoire étant donné que sa place dans le lore en tant que la Corneille à trois yeux, ainsi que le déroulé de sa vie du règne d'Aegon IV à Aegon V, mérite à elle seule une vidéo sur le sujet. En bref, on l'on dira simplement de lui qu'il tenait son sobriquet de la tache de naissance de couleur sang et en forme de corbeau qu'il a sur le visage. Il possédait un arc et des flèches en bois de baral, tua Daemon Feu Noir premier du nom et ses premiers fils sur le champ de bataille, et suspecté autant par la communauté que par le petit peuple de pratiquer la sorcellerie, et l'on disait de lui, une fois qu'il perd son œil face à Aigracier, qu'il avait 1000 œils et un seul. Le premier acte d'Aig quand il devient le roi Aegon 5e du nom est de faire envoyer Feu-Sanglant au mur pour avoir assassiné le prétendant Aenys Feu Noir, invité à Port-Réal sous une bannière de paix lors du grand conseil de 233 qui fit d'Aig le roi. Il est également connu par ses détracteurs pour être un parricide, pour avoir été le responsable de la mort d'autant de Feu Noir. Il devient ensuite Lord Commandant de la garde de nuit et disparaît au-delà du mur, puis devient la Corneille à trois yeux. Feu-Sanglant n'a jamais eu de descendance connue, bien qu'il est possible qu'un bâtard puisse avoir vu le jour avec Shiera, mais c'est en effet peu probable. Ironiquement, la maison Feu-Sanglant, si on peut l'appeler ainsi, existe encore à l'époque de la série principale, bien qu'il en soit le seul membre, justement parce qu'il est encore vivant, maintenu en vie par le baral dans lequel il est coincé, à plus de 120 ans, là où la branche principale des Targaryens ne siège même plus sur le trône de fer et est en danger d'extinction. La maison Marteau. La maison Marteau est une branche bâtarde éteinte de la maison Targaryen, dont le nom provient de la profession de son membre fondateur, qui était le fils d'un forgeron. Durant la danse des dragons, la reine Rhaenyra Targaryen dans la série et le prince Jaehaerys Velaryon dans les livres lancent un appel parmi le petit peuple de Père Dragon / Port-Réal pour trouver des bâtards d'origine valérienne afin d'essayer de les faire monter sur des dragons non revendiqués pour se battre pour la faction des Noirs. Pendant la Semaison Rouge, Hugues Marteau, comme il est représenté dans la série, réussit à monter Vermithor, le dragon du feu roi Jaehaerys Targaryen premier du nom, ainsi que le deuxième
deuxième plus grand dragon du monde après Vhagar à cette époque. Son personnage est traité relativement différemment dans la série qu'il ne l'est dans les livres, traité partiellement comme un opportuniste valeureux face à son portrait dans House of the Dragon où il est l'honorable père d'une fille malade qui abandonne sa femme pour aller venger la mort de sa fille, car il juge que les Verts en sont responsables. Quand le roi consort Daemon Targaryen suggère que la fille du feu Lord de Rosby soit mariée à Hugh afin de sécuriser sa loyauté, la reine Rhaenyra refuse, bien qu'elle fait tout de même de lui et de Ulf des chevaliers et leur donne de maigres terres sur la marque. Je ne vais évidemment pas pouvoir rentrer plus en détail dans l'histoire d'Hugh pour ne pas vous spoiler son histoire, mais un détail intéressant qu'il est quand même fascinant à noter, c'est que s'il prend la décision importante qu'il prend à la fin de la danse des dragons, c'est apparemment car il entend une rumeur d'une prophétie circulant parmi ses soldats, disant qu'un nouveau roi s'élèverait après qu'un marteau tombe sur un dragon. Cette prophétie avait réussi à prédire justement la mort de Rhaegar Targaryen au trident face à Robert Baratheon, et qui explose son plastron de rubis orné de l'insigne des Targaryens, avec son célèbre marteau de guerre, presque 150 ans avant que cela ne se produise. Hugh, ayant pris le sobriquet marteau, pense alors que la prophétie parle de lui. Dans House of the Dragon, il est révélé que Hugh est en réalité le fils bâtard de Saera Targaryen, dont nous parlerons ensuite, et serait donc le petit-fils du roi Jaehaerys, créant un autre lien familial entre lui et Vermithor. La Maison Blanc. Durant la danse des dragons, la Maison Blanc est fondée par Ulf, qui choisit lui-même de s'attribuer le sobriquet d'Ulf le Blanc, sans qu'il ne soit ni légitimé par la reine, à qui il avait juré fidélité, Rhaenyra Targaryen première du nom, bien qu'il ait également reçu le titre de chevalier et des terres sur la marque, à l'instar d'Hugh Marteau. En tant que semence de dragon, Ulf, comme on le voit dans House of the Dragon, réussit à dompter Elle d'Argent, l'ancien dragon de la bonne reine Alysanne, femme du roi Jaehaerys Ier. Dans la série, son personnage est construit de manière plutôt comique, bien qu'en réalité ses aspects arrogants ou idiots sont en effet présents pour illustrer le fait que Ulf vient de Cupucier et fait donc partie du petit peuple au lieu d'appartenir à une hiérarchie de la noblesse targaryenne. En effet, Ulf ne sait même pas réellement de quel Targaryen il serait le descendant illégitime, et ce détail reste un mystère autant dans la série que dans les livres, ou bien que l'essence du concept de son personnage reste, sa cupidité et ses traits sont plus violents et plus grossis, le dépeignant comme un agresseur, un pilleur, un voleur, un opportuniste, un ivrogne et un sot. Le roi consort Daemon Targaryen, enragé par l'alliance que les maisons Lannister et Baratheon forment alors avec le roi Aegon II Targaryen et la faction des Verts, en déduit qu'elles doivent être éradiquées pour les punir de leur traîtrise. Il propose alors de répartir dans cette éventualité Castral Rock et Accalmie entre Ulf le Blanc et Hugh Marteau. Plus tard, il essaye aussi de conclure un mariage entre lui et Lady Cassel Foyer, mais les deux idées sont rétorquées par Rhaenyra une fois que Corlys Velaryon est argumenté contre ses propositions. Je ne peux pas révéler plus de son histoire sans rentrer dans le domaine des spoilers, mais j'ajouterai simplement qu'un détail intéressant à son sujet, c'est que contrairement à Hugh, Ulf devient seigneur d'une grande place forte de Westeros, mais pendant seulement un seul jour. Ulf est le seul membre connu de sa maison toutefois, celui-ci provient de Cupucier et donc du petit peuple urbain de Port-Réal. Et à la période féodale, il n'était pas rare pour une femme d'avoir jusqu'à 10 enfants en moyenne. Donc il est peu probable qu'un homme de l'âge d'Ulf n'ait ni femme, ni amante, ni enfant, légitime ou non, ou aucun frère et sœurs qui porterait le même sang que lui. Dans le cas d'Ulf, comme dans celui de beaucoup de bâtards targaryens, il n'est pas rare que leur nom ne survive pas à celui du bâtard fondateur de cette branche cadette, et cela même si leur lignée continue, à travers une tombée dans l'oubli de leur nom, n'ayant pas amassé assez de gloire pour qu'ils lui survivent. La lignée de Saera, bien qu'elle ne puisse en rien être qualifiée de maison, la lignée de Saera Targaryen, exilée à Essos à l'époque de la danse des dragons, a sûrement été celle qui a le plus répandu le sang du dragon à Essos. Fille du roi Jaehaerys Ier, Saera Targaryen était une princesse aventureuse, ambitieuse, rebelle et quelque peu délurée, qui très jeune a été emmêlée dans un scandale de cour où elle a donné sa virginité à 3 jeunes hommes de son entourage, ce qui a poussé le roi à l'envoyer de force à Villevieille afin de devenir une sœur du silence. Bien que le roi considérait cette sanction comme temporaire et pas définitive, Saera finit par s'enfuir du septuaire, prenant un bateau qui se dirigeait vers Lys, et a décidé de quitter sa famille ainsi que sa condition de princesse targaryenne pour toujours. Elle rentre de son plein gré au service d'une maison de plaisir à Lys, qui la rend rapidement riche. En effet, beaucoup d'hommes dépenseraient des fortunes pour avoir l'honneur d'être dans le même lit qu'une princesse Targaryen. En disgrâce, mais ayant gagné une influence puissante dans les cités libres, Saera part ensuite à Volantis où elle devient propriétaire de nombreux établissements à sulfureuse réputation. Elle ne remit jamais le pied à Westeros, ne reconstruit jamais les ponts qui ont été coupés entre elle et sa famille, et engendra naturellement de nombreux bâtards. Lors du grand conseil de l'an 101, réuni afin de décider qui serait l'héritier final du roi Jaehaerys, 3 de ses fils se seraient présentés pour faire valoir leurs revendications, quasi inexistantes,
obéissante, bien que leur mère elle-même l'avait répugnée. L'un de ses fils ressemblait apparemment comme 2 gouttes d'eau à Jaehaerys quand il était jeune. Dans House of the Dragon, Hugh Marteau est également confirmé comme étant l'un de ses fils, et c'est de elle que Hugh parle quand il expliquait que c'est sa mère qui était de sang Targaryen et non son père. Il est inconnu combien de bâtards Saera a mis au monde, mais bien que l'on ne peut pas qualifier sa lignée de maison, il est important de considérer que ses descendants lointains vivent sûrement encore aux 4 coins des sauces. La maison Viveflamme. La maison Viveflamme voit le jour du sobriquet auto-attribué du prince Aerion Targaryen, dit Viveflamme, ainsi que de son exil des 7 couronnes, bien que la vraie raison de cet état de fait se base principalement sur la seule volonté du prince fou de se distancer et de paraître spécial au sein de sa propre dynastie. Aerion n'était ni un bâtard, ni un membre d'une famille valérienne éloignée. Il était un prince de pur sang Targaryen, et il était le second fils légitime du prince de l'Estival, Mécar, qui deviendra un jour le roi Mécar Targaryen premier du nom. Il était également le grand frère de Maestre Aemon de Château-Noir, ainsi que d'Aeg, qui deviendra le roi Aegon V. Aerion était fou et cruel, menaçant son jeune frère Aeg de lui couper ses parties génitales pour faire de lui une sœur qu'il pourrait épouser quand il n'était encore qu'un enfant. Il a jeté son chat dans un puits, était cruel et sadique envers les gens du petit peuple et ceux qui étaient en dessous de lui, bien qu'il joue au prince parfait devant son père. Envoyé à Lys en exil par Mécar suite aux événements du tournoi de Sandregué, où selon des sources semi-canon, il a sûrement donné naissance à une flopée de bâtards, ainsi qu'il aurait servi momentanément dans la compagnie mercenaire des Puinés. Il revient toutefois à Westeros pour prendre part aux différents conflits armés qui vont secouer le continent en tant que prince Targaryen. Déshonorable et vicieux, il est vaincu en duel judiciaire face à Duncan le Grand lors du tournoi de Sandregué. Tandis que son destin n'est pas connu en détail après cet incident, il participe à la 3e rébellion Feu Noir où il est dit qu'il a pris des actions. Et étant donné que le prétendant Feu Noir, Aegon Ier avec un H, est tué déshonorablement après s'être rendu et avoir restitué l'épée des rois, il est facile d'assumer que c'est bien Aerion, dans son arrogante folie, qui tua le prétendant. Aerion était marié à sa cousine Daenora Targaryen, et ensemble ils eurent un enfant de pur sang Targaryen, un fils nommé de manière inquiétante Maegor, né en l'an 232 après la conquête. La même année que la naissance de son fils, Aerion mourut en hurlant après avoir bu une coupe de feu grégeois, croyant que cela le transformerait en dragon. Un an plus tard, le roi Mécar mourut, et lors du Grand Conseil, le fils d'Aerion, Maegor, lui-même âgé de seulement un an, fut écarté de la succession car on craignait que le garçon n'ait hérité de la cruauté et de la folie de son père. C'est finalement le petit frère d'Aerion, Aegon V, qui devient roi. Bien que l'on ne connaisse quasiment rien de son fils Maegor, il est possible de théoriser qu'il n'avait rien de comparable à son géniteur Aerion. En effet, étant le fils d'un frère aîné d'Aegon V, Maegor aurait, une fois adulte, une meilleure revendication au trône de fer qu'Aegon V. Et compte tenu de la réputation qu'écopait Aegon V parmi les seigneurs de Westeros et les multiples tentatives de soulèvement liées à la politique pro-paysanne d'Aeg, qui essayait tant bien que mal de passer des réformes pour les protéger de leur seigneur. Cela signifie soit que Maegor Viveflamme est resté à Lys où son père résidait, ou que celui-ci n'a simplement pas voulu acter son droit à la couronne. Une autre théorie suppose que Maegor, non content d'avoir été passé dans la ligne de succession, rejoint plus tard les armées des autres prétendants Feu Noir afin de fusionner leurs revendications et ainsi obtenir plus de support dans les 7 couronnes. Quoi qu'il est arrivé à Maegor Viveflamme, ainsi qu'au bâtard d'Aerion, dont le destin final sera sûrement révélé dans les dernières nouvelles du Chevalier Errant, il n'y a aucune raison de présumer que la lignée des Viveflammes a fini par s'éteindre. Il se pourrait bel et bien qu'il reste des traces de la lignée du dragon à Lys, et que la lignée Viveflamme soit encore existante et prospère au début de la série. Voilà, nous avons donc passé en revue toutes les dernières maisons ainsi que toutes les lignées valériennes du lore du Trône de Fer. Si vous aimez ce type de contenu et que vous aimeriez en voir plus, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et à vous abonner. N'hésitez pas également à me dire en commentaire laquelle de ces maisons ou lignées vous a le plus fasciné. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!